Le vent portait l'odeur de la mort, âcre et métallique. Mes bottes s'enfonçaient dans le sable brûlant, chaque pas me rappelant la terre étrangère dans laquelle je me trouvais. La guerre du Golfe m'avait amené, Jonathan, dans l'étendue vaste et désolée du désert koweïtien. En tant que jeune soldat, j'avais envisagé la gloire et l'honneur, mais la réalité était bien plus sombre, une bataille quotidienne contre les éléments et les ennemis invisibles. Notre mission était simple, du moins c'est ce que nous pensions. Patrouiller dans le désert, signaler toute activité suspecte et assurer la sécurité de notre peloton. Cependant, les dernières semaines avaient été tout sauf routinières. Des soldats ont disparu, avalés par le sable et jamais revus. Des chuchotements se répandirent dans les rangs, des histoires de prédateurs invisibles et d'événements étranges qui défiaient toute explication. Notre commandant nous a ordonné d'enquêter sur un secteur connu pour ses disparitions. Le soleil était impitoyable, un œil brûlant dans le ciel, alors que nous avancions péniblement. C'est lors de cette patrouille fatidique que les premiers signes sont apparus. Des ombres clignotaient au bord de mon champ de vision, dansant juste au-delà de la portée de la lunette de mon fusil. Le vent, autrefois un compagnon constant, portait maintenant de faibles murmures, indiscernables mais indéniablement présents. Je les ai rejetés comme des tours de passe-passe, des effets de la chaleur et de l'épuisement. Mais au fond de lui, une peur primale s'est enracinée. À la tombée de la nuit, le désert s'est transformé. La chaleur implacable a cédé la place à un froid mordant, et l'obscurité semblait palpiter d'une vie propre. Notre peloton a établi son campement, la lumière vacillante de notre feu repoussant à peine l'obscurité oppressante. J'ai pris la première montre, mes sens en alerte. Les heures passèrent, chaque tic-tac de l'horloge amplifiant le silence autour de moi. Puis, je l'ai vu. Une ombre, plus sombre que la nuit, glissant sur le sable vers nous. J'ai levé mon fusil, le cœur battant, mais il a disparu avant que je puisse tirer. Un murmure glaçant effleura mon oreille, me faisant frissonner. Ils arrivent. Le lendemain matin, nous avons continué, poussés par un sentiment de malaise. Le désert s'étendait à l'infini, mais mon esprit était fixé sur les ombres et les chuchotements. Nous sommes tombés sur une série d'empreintes, partiellement obscurcies par les sables mouvants, menant à un affleurement rocheux. C'est là que nous avons trouvé la grotte. Cachée à la vue, son entrée n'était qu'une simple fissure dans la roche, facilement manquée. La curiosité et le devoir m'ont propulsé vers l'avant. Je suis entré dans la grotte, ma lampe de poche traversant l'obscurité. L'air intérieur était vicié, lourd d'une présence ancienne et inquiétante. Les murs étaient ornés de marques, de symboles qui semblaient vibrer d'une énergie sinistre. Au fond, partiellement enterré dans le sable, se trouvait une collection d'artefacts. Ils ne ressemblaient à rien de ce que j'avais jamais vu, finement sculptés et dégageant une aura malveillante. À mesure que je m'approchais, les chuchotements devenaient plus forts, des mots cohérents se formaient dans mon esprit. « Libérez-nous » ont-ils exhorté, « libérez-nous de notre prison ». Un sentiment soudain et accablant d'effroi m'a envahi. J'ai alors réalisé que ces artefacts étaient la source des événements inexplicables. J'ai rassemblé les artefacts, avec l'intention de les montrer à notre commandant. Mais en quittant la grotte, les ombres à l'extérieur semblaient s'agiter, attirées par les anciennes reliques. Je suis retourné au camp, mon esprit dans un tourbillon de peur et de confusion. De retour au camp, j'ai expliqué ce que j'avais trouvé. Mes camarades écoutaient avec scepticisme, leurs visages gravés par le doute. Mais à la tombée de la nuit, les chuchotements s'intensifièrent et les ombres devinrent plus audacieuses. Il est devenu clair que nous avions affaire à plus que des soldats ennemis. La décision de détruire les artefacts est venue d'un pur désespoir. Nous les avons rassemblés au centre de notre camp et les avons incendiés. Le feu rugissait, consumant les anciennes reliques, et avec elles, les murmures s'estompaient et les ombres s'éloignaient. Pendant un moment, la paix est revenue dans le désert. Mais le souvenir de ces jours me hante encore. La guerre continuait, mais la véritable bataille avait été contre des forces au-delà de notre compréhension. Je porte les cicatrices de cette rencontre, visibles et invisibles, un rappel constant des horreurs auxquelles nous avons été confrontés dans le désert koweïtien. Des semaines ont passé après cette nuit, et nous avons eu un bref répit de nos patrouilles. Nous étions stationnés dans une base d'opération avancée, une modeste collection de tentes et de véhicules blottis contre l'horizon sans fin.
Le désert n'avait pas lâché son emprise sur mon esprit. Le sommeil était un luxe éphémère, souvent interrompu par des cauchemars de la grotte et de son contenu maudit. Mes camarades soldats, bien qu'extérieurement soulagés, partageaient mon malaise. Les conversations se transformaient en chuchotements à chaque fois que les artefacts étaient mentionnés, comme si le fait d'en parler pouvait invoquer leur sombre influence une fois de plus. Un soir, alors que le soleil plongeait sous les dunes, peignant le ciel de teintes oranges et cramoisies, notre commandant convoqua une réunion. Son attitude sévère et ses yeux fatigués traduisaient la gravité de la situation. Il parlait de la guerre en cours, de stratégie et de lignes d'approvisionnement, mais ses paroles étaient creuses pour moi. Mes pensées étaient consumées par la grotte et la terreur qu'elle abritait. « Jonathan, a-t-il dit, me ramenant au présent. Vous avez trouvé ces artefacts. Que as-tu vu d'autre dans cette grotte ?» J'hésitais, ne sachant pas comment articuler la présence malveillante que j'avais ressentie. La grotte était vieille, monsieur. Ancien. Les murs étaient couverts de symboles, et l'air. C'était lourd, comme si quelque chose nous regardait. Il hocha la tête, l'expression grave. Nous avons reçu des rapports d'incidents similaires. Disparitions, événements étranges. Il semble que ce ne soit pas un événement isolé. Un frisson me parcourut le dos. Les implications étaient claires, tout ce que nous avions rencontré ne se limitait pas à cette grotte. Le désert était animé d'une force obscure, d'une ancienne malédiction qui avait été réveillée par notre présence. Notre mission suivante nous a emmenés plus profondément au cœur du désert, une région connue pour son terrain rude et ses conditions dangereuses. Nous devions enquêter sur une série de villages abandonnés, des endroits où des populations entières avaient disparu sans laisser de traces. Le voyage a été ardu, la chaleur implacable, mais mon esprit était concentré sur la découverte de la vérité. Le premier village que nous avons atteint était une ville fantôme, ses bâtiments s'effondrant sous le poids du temps. Le silence était oppressant, rompu seulement par le vent qui murmurait dans les rues vides. Au fur et à mesure que nous explorions, un sentiment d'effroi s'est installé en nous. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucune preuve d'attaque. C'était comme si les villageois s'étaient simplement éloignés, laissant leur vie derrière eux. Au centre du village se dressait une mosquée, dont le minaret dominait la désolation. Nous entrâmes prudemment, nos pas résonnant dans le vaste espace vide. L'intérieur était intact, immaculé malgré la décrépitude extérieure. Au fond, près du mihrab, nous avons trouvé un ensemble de rouleaux anciens, dont les surfaces étaient couvertes des mêmes symboles que j'avais vus dans la grotte. Mes mains tremblaient en déroulant l'un des rouleaux. Le texte était indéchiffrable, mais les illustrations racontaient une histoire de ténèbres et de sacrifices. Des silhouettes s'inclinaient devant des formes sombres, offrant des cadeaux de sang et d'os. L'air s'épaississait d'une présence invisible, et je sentais le froid désormais familier de la grotte. Nous avons quitté le village à la hâte, l'esprit alourdi par les implications de notre découverte. Le désert, autrefois un paysage de sable et de roches, était devenu un labyrinthe d'horreurs anciennes. Chaque nouvel indice nous rapprochait du cœur des ténèbres, mais aussi de leur emprise. Au fur et à mesure que nous avancions, la frontière entre la réalité et le cauchemar s'estompait. Des ombres dansaient à la limite de notre champ de vision, et les chuchotements devenaient plus forts, plus insistants. Le sommeil est devenu un lointain souvenir et la peur a pris sa place. Notre peloton, autrefois une unité cohésive, se fracturait sous la pression. La paranoïa s'est enracinée et la confiance s'est érodée comme les falaises du désert sous le vent implacable. Une nuit, alors que nous campions sous un ciel sans étoiles, les chuchotements sont devenus des cris, une cacophonie de voix qui ont rempli l'air. Je me suis réveillé pour trouver mes camarades debout en cercle, les yeux vides et invisibles. Ils se déplaçaient comme un seul homme, attirés vers un point au loin. Je les ai appelés, mais ma voix a été avalée par la nuit. Le désespoir m'a poussé à le suivre, mon cœur battant de peur et de confusion. Le désert s'étendait devant nous, une étendue infinie de ténèbres. Nous marchâmes pendant des heures, les voix nous guidant, jusqu'à ce que nous atteignions une autre grotte, plus grande et plus inquiétante que la première. À l'intérieur, l'air était suffocant, lourd de la puanteur de la décomposition. Les murs étaient couverts d'autres symboles, et au centre de la caverne se trouvait un autel, dont la surface était tachée de sang séché. Mes camarades s'en approchaient, leurs actions mécaniques,
comme s'ils étaient contrôlés par une force invisible. Je les ai regardés avec horreur commencer un rituel, leur voix se joignant au chuchotement dans un chant obsédant. Les ombres de la grotte semblaient s'animer, se tordant et se tordant en réponse. J'ai su alors que nous étions tombés sur quelque chose de bien plus sinistre que nous ne l'avions imaginé. Avec une poussée d'adrénaline, je me suis précipité en avant, l'esprit décidé à arrêter le rituel. J'ai attrapé l'un des artefacts de mon sac et l'ai jeté sur l'autel. Le chant faiblit et les ombres reculèrent. L'air crépitait d'énergie et un rugissement assourdissant emplissait la grotte. Le sol trembla et les murs commencèrent à s'effondrer. J'ai crié à mes camarades de courir, mais ils sont restés en extase, leur corps rigide et insensible. Je n'avais pas d'autre choix que de fuir, la grotte s'effondrant derrière moi alors que je trébuchais dans la nuit. J'ai couru jusqu'à ce que mes jambes lâchent, s'effondrant dans le sable alors que les premières lueurs de l'aube se glissaient à l'horizon. L'épuisement et la peur m'ont submergé, et je suis resté allongé là, à bout de souffle. Le désert, autrefois un lieu de mystère et d'effroi, était devenu une prison, ses secrets gravés à jamais dans mon esprit. Quand je suis finalement retourné à la base, j'étais seul. Mes camarades étaient partis, consumés par les ténèbres que nous avions involontairement déchaînées. La guerre a continué, mais ma bataille était terminée. Je n'étais plus un soldat, juste un homme brisé hanté par les horreurs du désert. Dans les années qui ont suivi, j'ai essayé d'oublier, d'enterrer les souvenirs sous les routines banales de la vie civile. Mais les murmures ne m'ont jamais vraiment quitté. La nuit, alors que j'étais allongé dans mon lit, je pouvais encore entendre leurs légers murmures, un rappel de l'ancienne malédiction qui se cachait sous les sables. Le désert avait coûté de nombreuses vies, mais il avait épargné la mienne pour une raison. J'en étais le témoin, le messager. Les artefacts, les symboles, les ombres, toutes les pièces d'un puzzle que je ne comprendrais jamais complètement. Mais une chose était claire, les ténèbres que nous avions rencontrées étaient intemporelles, une force ancienne qui défiait l'entendement. J'ai passé des années à faire des recherches, à chercher des réponses dans de vieux textes et un folklore obscur. Les symboles que j'avais vus étaient sumériens, liés à des rituels de liaison et d'invocation. Les artefacts étaient des outils, des conduits pour un pouvoir antérieur à la civilisation. Ma recherche m'a conduit à des érudits et à des mystiques, chacun offrant des fragments d'une vérité plus vaste. Une nuit, dans une petite bibliothèque remplie de tomes poussiéreux, j'ai trouvé un manuscrit qui parlait du cœur sombre du désert. Il décrivait un être, une entité de l'ombre, liée par d'anciennes magies à la terre. Il se nourrissait de peur et de désespoir, tirant son pouvoir de la souffrance de ceux qui empiétaient sur son domaine. Les artefacts étaient des clés, utilisées par les anciens prêtres pour contrôler et contenir l'entité. Mais avec le temps, la connaissance de leur but a été perdue et les clés sont devenues de simples reliques. J'ai alors réalisé que nos actions avaient brisé les sceaux, libérant l'entité pour qu'elle puisse à nouveau errer librement. Les disparitions, les chuchotements, les ombres, tous les signes de sa force croissante. Mon échec à détruire complètement les artefacts lui avait permis de retrouver son pouvoir. Le poids de cette prise de conscience était écrasant. Déterminé à réparer mes torts, je suis retourné dans le désert. Seul, armé des connaissances que j'avais recueillies, j'ai cherché à affronter l'entité et à réparer les dommages que nous avions causés. Le voyage était périlleux, mais la peur ne m'accablait plus. J'avais déjà affronté l'obscurité et j'avais survécu. Maintenant, je l'affronterai à nouveau, non pas en tant que soldat, mais en tant qu'homme en quête de rédemption. Le désert m'a accueilli avec son étreinte familière, une vaste étendue de sable et de roches. Les chuchotements m'ont accueilli, mais cette fois, j'ai compris leur message. Ils m'ont guidé vers un endroit où les ombres étaient les plus profondes, un réseau d'énergie sombre qui pulsait avec une intention malveillante. Je me suis mis au travail, recréant l'ancien rituel décrit dans le manuscrit. Cela nécessitait du sang, des sacrifices et l'invocation des anciens dieux. Pendant que je chantais, les ombres s'enroulaient autour de moi, l'air épais d'anticipation. Le sol tremblait et les murmures se transformaient en un rugissement assourdissant. Pendant un instant, j'ai senti la présence de l'entité, un poids écrasant qui menaçait de me consumer. Mais j'ai persévéré, ma voix ferme et forte. Le rituel atteignit son apogée, et une lumière aveuglante jaillit du sol, déchirant l'obscurité. Les ombres hurlèrent, un bruit de pure agonie, puis elles disparurent.
le désert s'est tu, le poids oppressant s'est levé de mes épaules. Je me suis effondré, le bilan du rituel sapant mes forces. Mais je savais que j'avais réussi. L'entité était une fois de plus liée, son pouvoir contenu. Alors que j'étais allongé dans le sable, les premières lueurs de l'aube se levant à l'horizon, j'ai ressenti un sentiment de paix. Le désert avait coûté de nombreuses vies, mais il m'avait aussi révélé ses secrets. J'avais affronté les ténèbres et j'en étais sorti victorieux. L'ancienne malédiction a été levée, et le désert, autrefois un lieu de peur et d'effroi, était maintenant un témoignage de ma rédemption. Je n'ai jamais eu l'intention de partager mes histoires de la guerre. Les souvenirs étaient trop vifs, trop obsédants. Mais mon neveu, Jamie, a toujours eu cette fascination pour l'histoire et la guerre. Il s'asseyait à mes pieds, les yeux écarquillés de curiosité, me pressant de lui raconter mes expériences dans les montagnes afghanes. Et ainsi, un soir, après beaucoup d'insistance, j'ai commencé à démêler l'histoire qui avait tourmenté mes nuits et tourmenté mes journées. Je m'appelle Michael, un vétéran de la guerre en Afghanistan. Mon équipe et moi avons été envoyés patrouiller dans un village isolé niché dans les vallées sombres et inquiétantes des montagnes afghanes. Nous avons été informés que des activités d'insurgés avaient été signalées dans la région et que notre mission était d'enquêter et de neutraliser toute menace. Alors que nous approchions du village, un silence étrange nous enveloppait. L'agitation habituelle de la vie du village était absente, pas d'enfants qui jouent, pas de femmes qui discutent, pas d'hommes qui travaillent. L'endroit était désolé. Mon escouade et moi avons échangé des regards inquiets, mais nous avons poursuivi notre mission. Notre première découverte fut particulière. D'étranges symboles étaient gravés dans les pierres et les murs du village. Ils ne ressemblaient à aucun script ou marquage que j'avais jamais vu. Ancienne et inquiétante, elle semblait palpiter d'une énergie invisible. La nuit, le silence était rompu par des chants mystérieux qui résonnaient dans la vallée, nous donnant des frissons. Déterminés à découvrir la source de ces anomalies, nous avons fouillé le village à fond. Dans l'une des huttes abandonnées, je suis tombé sur un vieux journal intime patiné. Il appartenait à un ancien du village, et il détaillait la sombre histoire de l'endroit. Le village avait été un site d'anciens rituels, où des forces au-delà de la compréhension humaine étaient convoquées et ensuite scellées dans les grottes voisines. En lisant le journal, une réalisation inquiétante m'est apparue. Les symboles que nous avons trouvés faisaient partie des rituels destinés à contenir la force malveillante. Cependant, la disparition soudaine des villageois laissait entendre que quelque chose avait terriblement mal tourné. J'ai ressenti une poussée d'urgence et j'ai partagé mes découvertes avec l'équipe. Nous devions quitter la zone immédiatement. Convaincre mon équipe d'évacuer s'est avéré être un défi. Ils étaient sceptiques quant aux éléments surnaturels de ma découverte, attribuant les événements étranges aux tactiques ennemies destinées à nous intimider. À contre-séhure, ils ont accepté de rester vigilants. Cette nuit-là, nos pires craintes se sont matérialisées. Alors que la lune était haute dans le ciel, une force invisible et malveillante a attaqué. Les ombres se déplaçaient avec une vie propre, et une présence oppressante et suffocante nous enveloppait. Les hommes qui avaient affronté la mort sur le champ de bataille avec une détermination inébranlable étaient maintenant paralysés par la peur. L'assaut a été implacable et impitoyable. Nous nous sommes battus avec toutes les forces que nous avions, mais l'ennemi ne ressemblait à rien de ce que nous avions rencontré auparavant. C'était comme si les ténèbres elles-mêmes s'étaient animées, et qu'il avait faim. Mes camarades sont tombés un à un, leurs cris avalés par la nuit. Dans le chaos, je me suis accroché au journal, espérant qu'il contenait la clé de notre survie. Le matin, il ne restait plus qu'une poignée d'entre nous. Nous étions battus, brisés et hantés par ce que nous avions enduré. L'expérience a laissé une marque indélébile dans mon âme. À mon retour aux États-Unis, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que la force malveillante des montagnes m'avait suivi. Les années ont passé et les souvenirs de cette nuit ne se sont jamais effacés. J'étais un homme changé à jamais, accablé par la connaissance d'une puissance sombre et ancienne qui se cachait dans l'ombre du monde. Partager mon histoire avec Jamie était une tentative de trouver la paix, de donner un sens aux horreurs dont j'avais été témoin. Peut-être, en transmettant l'histoire, pourrais-je exorciser certains des démons qui me hantaient. Jamie écoutait attentivement, sa curiosité juvénile mêlée à un nouveau respect pour les dangers de l'inconnu. En concluant mon histoire, j'ai vu une lueur de compréhension dans ses yeux.
Le monde était plein de mystères, dont certains qu'il valait mieux ne pas découvrir. Et quant à moi, j'ai continué ma recherche de la vérité, déterminé à découvrir les secrets de ce village hanté et à trouver un moyen d'enterrer la force malveillante une fois pour toutes. Jamie était persévérant. Chaque fois qu'il me rendait visite, il posait des questions, essayant de rassembler les fragments de l'histoire que j'avais partagée. Sa curiosité était insatiable, et j'ai commencé à voir en lui un reflet de ma jeunesse. Le besoin de comprendre, de découvrir la vérité, était une force puissante. Un soir, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant de longues ombres sur mon salon, Jamie a sorti un carnet rempli de ses propres recherches. Il avait parcouru Internet, les bibliothèques et même contacté des érudits spécialisés dans les rituels anciens et le folklore. Ces découvertes étaient à la fois fascinantes et terrifiantes. « Oncle Mike, » dit Jamie, sa voix tremblante d'un mélange d'excitation et de peur, « je pense que j'ai trouvé quelque chose. Ces symboles que vous avez décrits, ils font partie d'un langage ancien utilisé par un culte qui croyait en l'invocation d'entités d'un autre monde. Ils effectuaient des rituels pour lier ces entités, mais si les rituels n'étaient pas maintenus, les liens s'affaiblissaient. J'ai senti un frisson me parcourir le dos. Les implications étaient claires. Les villageois n'avaient pas réussi à maintenir les rituels ou avaient été contraints de les abandonner. La force malveillante que nous avons rencontrée avait été déchaînée en raison de l'affaiblissement des liens. Il y a plus, continua Jamie en feuilletant ses notes. Le journal que vous avez trouvé, il pourrait contenir la clé pour relier l'entité. Si nous pouvons déchiffrer les rituels et les exécuter correctement, nous pourrons peut-être le sceller à nouveau. Ces paroles étaient une arme à double tranchant. L'idée d'affronter à nouveau cette force malveillante était terrifiante, mais la possibilité d'y mettre enfin fin était alléchante. Je savais ce que je devais faire. Avec l'aide de Jamie, j'ai commencé à étudier sérieusement le journal. Les symboles, les chants, les instructions, ils étaient tous là, mais les déchiffrer n'était pas une tâche facile. Cela nécessitait la connaissance de langues anciennes et de rituels qui avaient été perdus dans le temps. Nous avons travaillé sans relâche, en examinant chaque détail, en recoupant les recherches de Jamie et en consultant des experts qui pouvaient fournir des informations. Au fur et à mesure que nous approfondissions, le journal a commencé à révéler ses secrets. Les rituels étaient complexes, impliquant des incantations spécifiques, des mouvements précis et l'utilisation de certains objets et éléments. La partie la plus cruciale était d'effectuer les rituels au bon moment et au bon endroit, ce qui signifiait retourner au village dans les montagnes afghanes. L'idée de retourner à cet endroit m'a rempli d'effroi. Les souvenirs de cette nuit étaient encore vifs, les cris de mes camarades, les ténèbres oppressantes, la force invisible qui nous avait attaqués, tout cela hantait mes rêves. Mais je savais que c'était le seul moyen de trouver la paix, de mettre enfin fin au cauchemar qui me suivait depuis des années. Le cœur lourd, j'ai pris les dispositions nécessaires. Jamie a insisté pour venir avec moi, et bien que j'étais réticent à le mettre en danger, je ne pouvais pas nier sa détermination et les précieuses connaissances qu'il apportait. Nous sommes partis en voyage, chaque étape remplie d'un mélange de peur et de détermination. Retourner au village était comme entrer dans une distorsion temporelle. L'endroit était toujours aussi désolé et sinistre que je m'en souvenais. Les symboles étaient toujours gravés dans les pierres, mais ils semblaient être devenus plus sombres, plus sinistres. L'air était lourd d'une énergie oppressante, comme si l'atmosphère même était chargée de malveillance. Nous avons installé le camp et commencé à nous préparer pour le rituel. Jamie et moi avons passé en revue les marches à plusieurs reprises, en nous assurant que tout était correct. À la tombée de la nuit, les chants ont recommencé à résonner dans la vallée. C'était comme si la force malveillante savait que nous étions là et nous attendait. Le rituel commença. Nous avons suivi les instructions à la lettre, en chantant les incantations, en faisant les mouvements précis et en utilisant les objets tels que décrits. L'air se refroidissait et les ombres semblaient s'animer, tourbillonnant autour de nous de manière menaçante. Je pouvais sentir la présence de l'entité, une force sombre et suffocante qui nous pressait, essayant de briser notre détermination. Mais nous avons persévéré, déterminés à aller jusqu'au bout. Alors que nous terminions les dernières étapes du rituel, il y a eu un silence soudain et assourdissant. Les ombres cessèrent de bouger, la force oppressive se leva et l'air devint calme. C'était comme si l'essence même de l'entité avait été aspirée hors de la vallée et scellée une fois de plus.
Nous nous sommes effondrés au sol, épuisés mais soulagés. Le cauchemar était enfin terminé. En rentrant aux États-Unis, j'ai ressenti un sentiment de paix que je n'avais pas ressenti depuis des années. La force malveillante avait été scellée et les horreurs de cette nuit avaient été enterrées. Jamie et moi avons poursuivi nos recherches, documentant tout ce que nous avions appris. Nous savions que les connaissances que nous avions acquises pourraient être précieuses pour prévenir des événements similaires à l'avenir. Mon histoire, autrefois une source de tourments, était devenue une histoire de triomphe, un témoignage du pouvoir de la connaissance et de la détermination. Alors que je finissais de raconter l'histoire à Jamie, j'ai vu une lueur de compréhension dans ses yeux. Le monde était plein de mystères, dont certains qu'il valait mieux ne pas découvrir. Et quant à moi, j'ai continué ma recherche de la vérité, déterminé à découvrir les secrets de ce village hanté et à trouver un moyen d'enterrer la force malveillante une fois pour toutes. Dans les semaines qui ont suivi la publication de mon histoire, j'ai eu du mal à trouver un sentiment de normalité. Malgré les éloges et la reconnaissance que mon travail a reçus, je me sentais vide. Les horreurs que j'avais découvertes à Falloujah étaient trop profondes, trop profondément ancrées dans ma psyché, pour simplement passer à côté. J'ai trouvé du réconfort dans le travail, me lançant dans de nouvelles missions, mais les ombres de Falloujah ne se sont jamais complètement estompées. Un soir, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. La voix à l'autre bout du fil était douce, hésitante. « Madame Sarah ?» C'était un jeune homme, qui parlait avec un fort accent. « Je m'appelle Ahmed. J'ai lu votre histoire. J'ai des informations. De plus en plus de personnes disparaissent. Nous avons besoin de votre aide. » Ces mots m'ont fait froid dans le dos. J'avais espéré que mon histoire mettrait fin aux disparitions, ou du moins attirerait suffisamment l'attention pour déclencher une enquête approfondie. Mais il semblait que le cauchemar était loin d'être terminé. Ahmed a prétendu être un ancien insurgé, quelqu'un qui avait une connaissance intime des tunnels et des rituels qui s'y déroulaient. Il m'a proposé de me ramener à Falloujah, de me montrer des choses que j'avais manquées, de m'aider à découvrir toute l'étendue de l'horreur. Malgré ma peur, je me suis senti obligé d'y retourner. Il y avait encore des questions laissées sans réponse, et si d'autres vies étaient en danger, je ne pouvais pas tourner le dos. J'ai rencontré Ahmed dans une petite ville poussiéreuse près de la périphérie de Falloujah. Il était jeune, à peine sorti de l'adolescence, avec un regard hanté dans les yeux. Il a parlé de son passé avec un mélange de honte et de colère, révélant comment il avait été entraîné dans l'insurrection, pour être témoin d'actes innommables commis au nom d'anciennes croyances. Ahmed m'a ramené dans les tunnels, plus profondément cette fois. Il m'a montré des chambres que j'avais manquées lors de ma première visite, cachées derrière de faux murs et des entrées habilement déguisées. Ces pièces étaient encore plus troublantes que celles que j'avais vues auparavant, remplies de preuves plus récentes de sacrifices. Ahmed a expliqué que les rituels étaient destinés à apaiser non seulement n'importe quel esprit, mais des entités spécifiques que l'on croyait liées à la terre par d'anciennes malédictions. Au cours de notre exploration, Ahmed a partagé les histoires qu'il avait entendues des aînés, des histoires de vendetta et de malédictions qui ont traversé les générations. Il a parlé d'une époque où la région était dirigée par un seigneur de guerre impitoyable qui avait mis en colère les esprits en profanant des sites sacrés. En représailles, les esprits exigeaient du sang, et le seigneur de guerre avait commencé à pratiquer des sacrifices humains pour les apaiser. La tradition s'était poursuivie à travers les siècles, enfouie sous des couches d'histoire mais jamais vraiment oubliée. Nous avons trouvé un vieux manuscrit, caché dans une petite alcôve, couvert de poussière et presque en train de tomber en morceaux. Il détaillait les rituels dans des détails horribles, des instructions pour invoquer et apaiser les esprits. La langue était archaïque, mais Ahmed a réussi à traduire les parties les plus importantes. Le manuscrit confirmait ce que nous soupçonnions, les disparitions faisaient partie d'une tentative permanente de tenir les esprits à distance, une mesure désespérée pour les empêcher de faire des ravages sur les vivants. Notre présence n'est pas passée inaperçue. En creusant plus profondément dans les tunnels, nous avons rencontré de la résistance. Des hommes armés de fusils et de machettes, le visage masqué par des foulards, nous ont affrontés. Ils étaient les protecteurs des anciennes méthodes, déterminés à garder les secrets enterrés. Ahmed essaya de les raisonner, mais leur chef, un homme décharné aux yeux perçants, était inflexible. Il croyait que la colère des esprits était justifiée,
un mal nécessaire pour équilibrer les torts du passé. Une confrontation tendue s'en est suivie, et il est devenu clair que les mots seuls ne nous sauveraient pas. Nous avons été contraints de fuir, naviguant dans les tunnels labyrinthiques avec les protecteurs à nos trousses. L'air s'épaississait de tension, chaque tournant étant un piège potentiel. Je pouvais entendre la respiration laborieuse d'Ahmed à côté de moi, sa peur palpable. Nous avons réussi à échapper à la capture, trouvant refuge dans une petite chambre cachée derrière un mur en ruine. Dans la pénombre, Ahmed a révélé son plan. Il croyait que si nous pouvions détruire les autels et les artefacts utilisés dans les rituels, nous pourrions briser le cycle et mettre fin au sacrifice. C'était une proposition risquée, mais c'était le seul espoir que nous avions. Nous avons passé les jours suivants à recueillir des informations, à localiser les sites clés dans les tunnels. Chaque pas nous rapprochait du cœur des ténèbres qui tourmentaient Fallujah depuis des siècles. Une nuit, alors que nous nous préparions pour notre assaut final, j'ai rêvé des esprits. Ils apparaissaient comme des silhouettes sombres, leurs visages tordus par la colère et le chagrin. Ils m'ont parlé, leur voix étant une cacophonie de douleur. Ils ne cherchaient pas la vengeance, mais la justice. Ils voulaient que le monde se souvienne des atrocités commises contre eux, qu'ils reconnaissent leur souffrance. Je me réveillai en sursaut, le poids de leurs paroles pesant sur mon âme. La nuit suivante, nous avons fait notre déménagement. Armés d'explosifs de fortune, nous nous sommes infiltrés dans la salle principale où se trouvait le plus grand hôtel. Les protecteurs étaient moins nombreux, mais leur détermination était féroce. Une bataille féroce s'en est suivie, et dans le chaos, nous avons réussi à poser les explosifs. Lorsque les charges ont explosé, le sol a tremblé et l'hôtel s'est effondré en décombres. Les conséquences immédiates ont été chaotiques. Les protecteurs étaient soit morts, soit dispersés, et les tunnels commencèrent à s'effondrer. Ahmed et moi nous en sommes sortis de justesse vivants, émergeant dans la nuit, couverts de poussière et de sang. Nous avions réussi notre mission, mais la victoire semblait vaine. Les esprits n'étaient pas apaisés, ils avaient simplement été repoussés, leur rage temporairement apaisée. De retour à la surface, j'ai réalisé le véritable coût de nos actions. La demande de justice des esprits n'était pas quelque chose qui pouvait être facilement satisfait. Le cycle de violence et de représailles se poursuivrait probablement jusqu'à ce que les blessures les plus profondes de l'histoire soient traitées. Mon histoire atteindrait le monde, mais ce n'était qu'un petit pas vers la prise de conscience plus large qui était nécessaire. De retour chez moi, j'ai publié mon article de suivi, détaillant les horreurs auxquelles Ahmed et moi avions été confrontés, l'histoire des rituels et le danger permanent posé par les esprits. La réponse a été écrasante. Les organisations internationales et les groupes de défense des droits de l'homme ont commencé à s'y intéresser, promettant des enquêtes et de l'aide. Pourtant, au fond de moi, je savais que la vraie paix ne viendrait que lorsque les vivants reconnaîtraient les péchés du passé et chercheraient une véritable réconciliation avec les esprits de ceux qui sont tombés. Alors que je suis assis dans mon appartement, les bruits de la ville bourdonnent au loin, je réfléchis au voyage. Fallujah m'avait changé d'une manière que je n'aurais pas pu imaginer. Les esprits du passé n'étaient pas seulement des mythes, ils nous rappelaient les conséquences de nos actions, la nécessité d'honorer ceux qui avaient souffert et qui étaient morts. Mes cauchemars ont continué, mais ils étaient maintenant entrelacés avec un sens du but. J'avais la responsabilité de continuer à raconter ces histoires, de m'assurer que les fantômes du passé ne soient jamais oubliés. La quête de compréhension de Marco l'a conduit sur un chemin bordé de manuscrits anciens et de légendes chuchotées. Il passa d'innombrables nuits à se pencher sur des textes qui parlaient d'entités qui existaient au-delà de la compréhension mortelle, de rituels destinés à les apaiser et des conséquences de troubler leur sommeil. Chaque révélation le rapprochait de la vérité tout en le poussant plus loin dans les profondeurs de l'obsession. Dans son petit appartement de Zagreb, Marco avait transformé une chambre d'amis en bibliothèque de fortune. Les étagères s'affaissèrent sous le poids des tomes poussiéreux et des notes manuscrites. Des cartes ornaient les murs, marquaient des emplacements d'événements similaires dans les Balkans. Ivan, toujours l'ami fidèle, lui rendait souvent visite, apportant des courses et une oreille attentive. « Tu ne peux pas continuer à te faire ça, Marco » a plaidé Ivan un soir, en regardant son ami tracer les contours d'un diagramme rituel avec des doigts tremblants. « Tu es obsédé. Ceci. Quoi que vous chassiez, cela ne les ramènera pas. » Marco leva les yeux,
l'épuisement profondément gravé dans les lignes de son visage. Je ne peux pas oublier, Ivan. J'ai besoin de donner un sens à tout cela. J'ai besoin de comprendre pourquoi. Ivan soupira, sachant qu'il ne pourrait pas dissuader Marco. Au lieu de cela, il a offert son soutien de la seule manière qu'il connaissait. D'accord, mais promets-moi que tu prendras soin de toi. Ce n'est pas sain. Les semaines se sont transformées en mois pendant que Marco se plongeait dans ses recherches. Il correspondait avec des érudits à travers l'Europe, rassemblant des fragments de connaissances éparpillés à travers les siècles. Il apprit l'existence de cultes qui vénéraient d'anciennes divinités, de cérémonies qui liaient les âmes à des lieux de pouvoir, et du tribut que de telles pratiques imposaient à ceux qui osaient les déranger. Par une froide nuit d'hiver, alors que Marco approfondissait un manuscrit particulièrement cryptique, il est tombé sur une référence à un village du Monténégro, non loin de la frontière croate. Le texte parlait d'un événement similaire, un village en proie à des disparitions inexplicables, ses secrets enfouis sous des couches de folklore et de peur. Avec une détermination renouvelée, Marco a fait ses valises et a entrepris d'en découvrir d'autres. Le voyage vers le Monténégro a été semé d'incertitudes, les routes serpentant à travers un terrain accidenté et des forêts denses. En arrivant au village, Marco se retrouva accueilli par des villageois méfiants qui parlaient à voix basse de choses qu'il n'osait pas nommer à haute voix. Avec l'aide d'un bibliothécaire âgé, Marco a eu accès aux archives du village, où il a déterré des témoignages datant de plusieurs siècles. Ces collines ont toujours été hantées, murmura la bibliothécaire, sa voix à peine audible par-dessus le feu crépitant. Il y a longtemps, nos ancêtres ont fait des pactes avec les esprits qui habitent ici. Mais lorsque des étrangers sont venus, à la recherche de pouvoir et de richesse, ils ont perturbé l'équilibre. Les conséquences ont été désastreuses. Marco écoutait attentivement, absorbant chaque mot alors que la vieille femme racontait des histoires de sacrifice et de salut, de héros qui se battaient pour protéger leur maison contre des forces invisibles. Parmi les parchemins poussiéreux et les cartes délavées, il a trouvé des références à des rituels similaires à ceux de Selo Nebo, des symboles gravés dans la pierre, des chants chuchotés au milieu de la nuit et la lutte constante pour tenir les ténèbres à distance. En retraçant la chronologie des événements, Marco a commencé à voir émerger un modèle qui s'est étendu sur des siècles et a traversé les frontières, reliant les villages et les villes dans un réseau de peur et de désespoir. Il s'est rendu compte que ce dont il avait été témoin n'était pas un incident isolé mais une partie d'une tapisserie plus grande et plus insidieuse tissée par des mains anciennes. De retour à Zagreb, Marco s'est remis à ses recherches avec une vigueur retrouvée. Il a contacté des experts en études occultes, a partagé ses découvertes avec des historiens spécialisés dans le folklore des Balkans et a même demandé conseil à des enquêteurs paranormaux prêts à entretenir ses théories. Chaque conversation le rapprochait de la vérité tout en le poussant plus loin dans un royaume où la raison et la croyance s'entremêlaient. Les mois se sont transformés en années pendant lesquelles Marco documentait ses découvertes, publiant des articles dans des revues obscures et présentant ses recherches lors de conférences où les sceptiques contestaient ses interprétations. Mais pour chaque sceptique, il y avait ceux qui voyaient le mérite de son travail, qui reconnaissaient l'importance de préserver des connaissances qui avaient été presque oubliées. Un soir pluvieux, alors que Marco se préparait à prendre la parole lors d'un symposium à Vienne, il reçut une visite inattendue, un historien dont le grand-père avait servi pendant la guerre. Autour d'une tasse de café fort, ils ont échangé des histoires, leurs mots comblant le fossé entre le passé et le présent, entre la mémoire et la vérité. « Tu es sur quelque chose, Marco ?» dit l'historien, les yeux brillants de curiosité. « Il y a plus dans ces montagnes qu'il n'y paraît. Nous avons ignoré leurs secrets pendant trop longtemps. » Marco hocha la tête, une lueur d'espoir s'enflammant en lui. « Je ne peux pas le faire seul, a-t-il admis. Mais ensemble, nous pouvons peut-être découvrir le reste de l'histoire. » Ainsi, armé de connaissances et de détermination, Marco s'est lancé dans un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre où les ombres du passé l'ont guidé vers l'avant, où chaque découverte l'a rapproché de la conclusion. Il savait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches, que tout le monde ne comprendrait pas ou ne croirait pas. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas revenir en arrière, pas quand tant de choses restaient cachées dans les montagnes, attendant d'être révélées. Alors qu'il se tenait devant le public à Vienne, partageant ses découvertes et allumant une étincelle de curiosité chez ceux qui l'écoutaient, Marco a senti un poids se lever de ses épaules. Les fantômes de Selo Nebo murmurèrent leurs remerciements, leurs voix se mêlant aux applaudissements qui l'accueillirent.
Pour Marco, le voyage était loin d'être terminé. Mais à chaque pas qu'il faisait, il se rapprochait de la vérité et de la paix qu'il avait toujours recherchée. J'ai servi comme médecin dans l'un des conflits les plus tumultueux et les plus dévastateurs de notre époque, la guerre civile syrienne. Je m'appelle Omar, et ce que je m'apprête à partager avec vous est un récit qui continue de hanter mes heures d'éveil et d'infiltrer mes rêves. Ce n'est pas seulement l'horreur de la guerre qui s'accroche à ma mémoire, mais quelque chose de beaucoup plus sombre, plus ancien et inexplicable. Cela a commencé par une directive de notre commandement. Notre équipe de médecins a été envoyée dans un village isolé, Al-Anra, situé au cœur du désert syrien. Il y avait des rapports d'une mystérieuse peste ravageant la population. Compte tenu des circonstances déjà désastreuses de la guerre, la perspective d'une nouvelle épidémie a suffi à mobiliser nos ressources limitées. À notre arrivée, le spectacle qui nous a accueillis était bien plus déchirant que tout ce que nous avions prévu. Les villageois étaient décharnés, les yeux enfoncés profondément dans leurs orbites. Ils se déplaçaient nonchalamment, comme des ombres de vivants. Leurs corps portaient d'étranges lésions nécrotiques qui défiaient toute explication médicale. La fièvre et le délire semblaient omniprésents, et alors que nous installions notre hôpital de fortune, un sentiment d'effroi s'est emparé de nous. Une nuit, alors que je m'occupais des malades, j'ai entendu une conversation chuchotée entre deux anciens du village. Ils parlaient d'anciennes malédictions et d'apparitions fantomatiques. Mon esprit rationnel les a rejetés comme de simples superstitions, nées du désespoir et de la peur. Mais bientôt, je ne pouvais plus nier les événements inexplicables qui se déroulaient autour de moi. Les patients disparaissaient de leur lit pour être trouvés errant sans but à la lisière du village, les yeux vides, leurs voix murmurant dans des langues que je ne pouvais pas reconnaître. Certains ont parlé d'avoir vu des silhouettes spectrales planer au-dessus des ruines antiques qui se trouvaient juste au-delà de la périphérie du village. On disait que ces ruines étaient les vestiges d'une civilisation oubliée depuis longtemps, enfouie sous les sables du temps. Poussé par un besoin de comprendre et une curiosité croissante, j'ai commencé à enquêter sur ces affirmations. Je me suis aventuré dans les ruines un soir, accompagné d'un collègue médecin, Tariq, dont le scepticisme égalait le mien. L'air autour des ruines était lourd, chargé d'un sentiment palpable d'appréhension. Nous avons trouvé des sculptures et des symboles gravés dans les pierres, des écritures étranges et archaïques qu'aucun de nous ne pouvait déchiffrer. Nos enquêtes auprès des anciens du village ont révélé une légende effrayante. Al-Anra a été construite sur les vestiges d'une ancienne ville qui avait été maudite par les pratiquants de la sorcellerie noire. La malédiction, affirmait-il, était la cause de la peste qui décimait maintenant leur population. Désespérés de trouver une explication logique, nous avons parcouru les ruines à la recherche de preuves tangibles qui pourraient aider à notre traitement médical. Dans un vieux bâtiment en ruine qui aurait pu être une bibliothèque ou un temple, nous avons découvert une collection de manuscrits en décomposition. Ils ont été écrits dans une langue antérieure même aux formes les plus anciennes de l'arabe. Parmi les manuscrits, un a particulièrement retenu notre attention. Il parlait de rituels et d'incantations destinés à lier les esprits et à invoquer des malédictions. Les implications étaient horribles, suggérant que la peste pourrait en effet avoir une origine surnaturelle. Au fur et à mesure que nous poursuivions nos recherches, il devenait de plus en plus clair que nous n'étions pas seuls. Des ombres se déplaçaient dans les coins de notre champ de vision, et un silence oppressant tombait sur les ruines, interrompu seulement par le murmure occasionnel du vent. Notre présence semblait susciter quelque chose d'ancien et de malveillant. Cette nuit-là, alors que nous retournions à notre camp, nous avons trouvé nos collègues en désarroi. Ils parlaient de forces invisibles, d'être touchés et poussés par des mains invisibles. L'air était lourd d'un sentiment de malheur imminent. Déterminés à sauver les villageois et nous-mêmes, nous avons décidé d'affronter tout ce qui hantait les ruines. Nous sommes revenus le lendemain avec l'intention d'effectuer notre propre rituel de fortune, un rituel dérivé des fragments de connaissances que nous avions glanés dans les manuscrits. Au moment où nous commencions, le sol tremblait et l'air devenait glacial. Des ombres se sont regroupées autour de nous, formant des figures qui défiaient la logique et la raison. Nous étions assiégés par une force malveillante qui cherchait à nous chasser ou, pire, à nous consumer entièrement. La rencontre nous a laissés battus, physiquement et mentalement. Les villageois que nous avons réussi à sauver ont été relogés, mais beaucoup ont péri, y compris Tariq, qui a succombé à la peste peu de temps après notre épreuve. Le cœur lourd et l'esprit accablé,
nous sommes retournés à la capitale, emportant avec nous le poids des horreurs dont nous avions été témoins. De retour dans la sécurité relative de la ville, je me suis retrouvé obsédé par l'histoire d'Alan-Ra et la nature de la malédiction qui l'avait tourmenté. Je passais mes nuits à me pencher sur des textes anciens, à consulter des historiens et des érudits qui pourraient faire la lumière sur les arts sombres décrits dans les manuscrits. Plus j'apprenais, plus je me rendais compte à quel point je comprenais peu. La guerre continua, et mes devoirs de médecin ne cessèrent jamais, mais une partie de moi resta à jamais liée au mystère de ce village abandonné. J'ai commencé à écrire mes expériences, en partie comme un moyen de catharsis et en partie pour avertir les autres. Le traumatisme que j'ai subi n'était pas seulement dû aux horreurs de la guerre, mais à la confrontation avec des forces inconnues qui défient toute explication rationnelle. Je suis Omar, un médecin qui croyait autrefois au pouvoir de la science et de la médecine pour résoudre tous les problèmes. Pourtant, je porte maintenant avec moi la connaissance troublante qu'il y a des maux et des malédictions anciens qui se cachent sous la surface de notre réalité, attendant d'être réveillés. Mon histoire témoigne des horreurs invisibles qui peuvent survenir lorsque le passé est perturbé et que le mince voile entre notre monde et le suivant est déchiré.